Alors comme l'a dit Estelle, je ne la connaissais pas, donc forcément je ne connaissais pas l'association non plus. Et avant l'on puisse commencer, je voudrais vraiment dire à Estelle que je suis assez bluffée parce que je ne savais même pas à quoi m'attendre pour cette soirée-là. C'est vrai que quand on s'est eu au téléphone, tout de suite ça a résonné parce que moi tout ce qui contribue à faire émerger la beauté de la femme et des hommes aussi, hein, mais on a besoin que les femmes prennent leur place, ça me touche beaucoup. Donc je voulais vraiment te remercier aussi de ton invitation parce que ça me permet de vivre cette soirée avec vous ce soir. Je crois, mais tu me diras Estelle si je me trompe, je crois qu'on a prévu une période de questions-réponses. L'idée c'est pas de vous faire un cours sur la résilience, ne vous inquiétez pas, vous pouvez respirer 5 minutes. C'est vraiment de vous donner les grandes lignes de ce qu'est la résilience, si ça fait partie des premières fois que vous entendez parler de ce terme-là, et puis également qu'on puisse échanger et vous apporter notre regard avec Annick, qui est une professionnelle de santé aussi, donc qui a un regard différent du mien, une approche différente de la mienne, et en même temps on se retrouve parce qu'on parle de l'humain, tout simplement parce que la résilience c'est une capacité de l'être humain. Donc ce que je vous propose, ce qu'on a convenu avec Estelle, c'est qu'on puisse vous donner ces grandes lignes-là, puis après, on comptera sur vous. Si vous avez des questions, vous nous avez sous la main. Donc je pense qu'on fera circuler un micro peut-être dans la salle. Comment? Ouais. On fera circuler un micro dans la salle pour que vous puissiez nous poser des questions, si vous en avez sur ce thème-là. Alors la résilience, c'est un terme qui vient de la physique. Donc c'est un terme que je connais bien puisque moi je suis une ancienne prof de physique-chimie. Et en fait c'est un terme qu'on utilise pour définir la capacité d'un matériau à reprendre sa forme initiale après avoir subi un choc, donc une déformation. Et finalement la psychologie, la médecine a repris ce terme-là. C'est Boris Cyrulnik dont vous avez certainement entendu parler, il a écrit des nombreux livres à ce sujet. Il a repris ce terme pour le ramener à l'être humain, pour définir finalement sa capacité à se construire malgré un choc de vie. Alors, moi j'aime amener deux distinctions par rapport à ça, quand on parle de l'être humain et de sa résilience. Parce que finalement, la différence entre un être humain et un matériau, c'est que, en physique, certains matériaux sont dits résilients, et d'autres ne le sont pas. Et ça marche pas pour l'être humain. Ça veut dire que certains d'entre nous n'ont pas été élus pour être des personnes résilientes, et puis d'autres, pas de bol, pas vous. Nous le sommes tous. Donc la première distinction que je fais avec le terme physique, c'est vraiment celle-là, c'est de se dire, il n'y a pas des chanceux et des malchanceux, des gens qui ont été élus pour être résilients, et puis d'autres qui ne le sont pas et qui ne le seront jamais. L'être humain a cette capacité en lui. La deuxième distinction, et je suis certaine que certains d'entre vous dans la salle verront très bien de quoi je parle, c'est que en physique, on dit que le matériau va reprendre exactement la même forme. Et ça marche pas pour l'être humain. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu vérifier personnellement, vérifier aussi avec les personnes que j'accompagne. Et c'est ce qui m'a tenu à cœur en écrivant mon livre, justement, c'est d'apporter cette notion que c'est pas vrai qu'on reprend la vie exactement comme avant. C'est impossible, ça marche pas pour l'être humain. On la reprend, mais on la reprend différemment. Avec, comme vous savez, un nouveau jeu de cartes dans les mains. La vie s'amuse à ça parfois, puis je mets des guillemets sur s'amuse parce que quand on est de l'autre côté, c'est pas drôle. Mais elle s'amuse à nous changer nos cartes. Alors on peut trépigner, on peut taper du pied comme on faisait quand on était jeune en disant qu'on n'est pas content d'avoir ce jeu de cartes et que c'est pas juste parce que le jeu de cartes du voisin est quand même vachement plus sympa que le nôtre. Mais ça ne changera rien. Donc on ne reprendra pas notre vie exactement comme avant, elle sera différente. Mais moi j'ai mis du temps à comprendre et à vivre que c'est pas parce qu'elle est différente qu'elle est moins bien. Donc la résilience c'est ça. C'est d'avoir cette capacité à se construire avec ce nouveau jeu de cartes pour en faire quelque chose. Michel Lemay dit que la résilience, c'est finalement un réservoir à santé, santé physique, santé psychologique, qui est disponible en chaque être humain. Alors vous avez vu que dans la phrase, il y a disponible. Ça veut dire qu'en gros, c'est un potentiel. Un potentiel, on n'est pas obligé de s'en servir. Ça me fait penser, je fais le parallèle, il y a peut-être des jeunes scolarisés dans la salle ou des parents qui verront ce que je veux dire. Moi, dans mes 15 ans d'enseignement, parce que j'étais prof avant,
Dans mes 15 ans d'enseignement, je croisais plein d'élèves qui avaient un potentiel extraordinaire, mais qui ne l'utilisaient pas. Donc, ça ne donnait pas grand-chose. La résilience, c'est la même chose. Nous avons tous ce potentiel à l'intérieur de nous, puisque nous sommes a priori tous des êtres humains. C'est une capacité de l'être humain, mais ça ne reste qu'un potentiel. Et nous avons toujours la liberté d'utiliser ce potentiel, d'aller taper dedans, ou alors de ne pas l'utiliser finalement. Donc une chose importante, c'est premièrement, nous l'avons tous, nous en sommes tous capables. Est-ce que j'ai dit que c'était facile? Non. Est-ce qu'on peut se dire qu'on souffre sur le chemin de la résilience? Bien évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'on souffre tout le temps? Pas forcément. Ça dépend vraiment de comment on va pouvoir exploiter et développer cette capacité de résilience. Ce que je veux vous dire aussi ce soir, c'est que souvent on parle de résilience pour les gros chocs de vie. Les gros chocs de vie, on en connaît tous. On connaît le deuil, le divorce, le licenciement, l'accident qui transforme une vie. Et en même temps, moi ce que j'aime dire, c'est que la résilience ne concerne pas que les grands chocs de vie. Ça représente finalement, ça concerne toutes les claques du quotidien, toutes les déceptions, toutes les choses, vous savez, qu'on n'a pas réussi à contrôler. La vie est très joueuse, encore une fois, elle est douée pour nous envoyer des claques. Et c'est un moment, c'est une occasion pour nous de vérifier et de développer notre résilience. La dernière chose que je veux vous partager, puis Annick, tu n'hésites pas si tu as des choses que tu veux dire vraiment. La dernière chose que je veux vous partager, c'est que nous avons tous cette capacité en nous. Est-ce que nous l'utilisons tous? Non. Nous connaissons tous des gens qui sont restés bloqués à la phase de destruction qu'est la résilience, parce qu'il y a vraiment plusieurs moments dans notre parcours de résilience. C'est d'ailleurs quelque chose, et je veux vous le partager, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai toujours entendu quelqu'un de très proche dans ma famille depuis des années, depuis presque 20 ans, dire « il n'a plus jamais été le même après la mort de ses parents ». Moi, ça faisait 20 ans que je vivais ça, et 20 ans que finalement, il n'était plus du tout le même, transformé. En moins bien, vous l'aurez compris. Quand ça m'est arrivé à moi, ça m'a hanté ça. C'est-à-dire que moi, concrètement, et je pense que notre parcours de résilience, on peut en parler en théorie, mais c'est quand on en arrive à la pratique qu'on voit vraiment si on a bien assimilé ce que c'était que la résilience. Ma résilience a commencé, mon intérêt pour la résilience a commencé un jour, le 18 octobre 2010, je me rappellerai toute ma vie de cette date, où j'ai vu mon mari arriver à la maison avec une tête que jamais je ne lui avais vue. Je me suis dit là, il s'est passé quelque chose de grave. Mais moi, dans ma vie de Madame Tout-le-Monde, quelque chose de grave, c'est que tu as perdu ton job, ou tu as perdu ton permis, puisqu'il était abonné à perdre des points régulièrement. Bon. Et puis, je vois dans ses yeux vraiment que c'est grave, et là, il me regarde et il me dit c'est ton père. Il est mort ce matin. Et là, le monde s'effondre. J'y crois pas. J'y crois pas un seul instant. Et là, si vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle, on n'est plus qu'une plaie vivante en fait. Et je me rappelle à ce moment-là de cette phrase, il n'a plus jamais été le même depuis la mort de son père. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment terrorisée, parce que oui, dans les premiers jours, j'étais plus que, dans les premières semaines ou dans les premiers mois, j'étais plus que l'ombre de moi-même, j'avais juste mal. Et je pensais que ça s'arrêterait jamais. Alors si vous traversez une période comme ça en ce moment, que ce soit par un deuil, par un licenciement, un divorce, un accident, peu importe, je veux juste vous partager aujourd'hui que c'est pas vrai que ça dure toujours. La douleur, elle se transforme, et effectivement, j'ai l'habitude de dire au cours de mes conférences que ce choc de vie que j'ai rencontré, et j'en ai eu d'autres depuis et j'en aurai d'autres, parce que ça fait partie de la vie, ça arrive à tout le monde. On aimerait vivre sur l'île des bisounours et qu'il nous arrive jamais rien. C'est pas comme ça que ça se passe, la vraie vie. Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous aussi. Au cours de mes conférences, j'ai l'habitude de dire que la mort de mon père, ça a été juste un cadeau mal emballé. Extrêmement mal emballé. Parce que la vie, elle est douée pour faire des cadeaux comme ça. Et puis finalement, si je m'étais contentée de regarder l'emballage, peut-être que je souffrirais encore de la même manière aujourd'hui, et peut-être que je ne me serais pas servie de ce choc-là
pour construire ma vie autrement parce que ça a été un déclencheur. J'ai juste réalisé que la vie, elle était courte et elle l'est pour tout le monde, moi y compris. J'ai juste réalisé, le jour de son enterrement, que le bilan de ma vie à moi, on le ferait le jour où je partirais, le jour où ce serait moi qui serais ici. Et ça a été vraiment un cadeau pour moi parce que je me suis dit, si c'était toi qui étais là, es-tu contente du bilan que tu laisses? Est-ce que tu as l'impression que la Terre se porte mieux rien que parce que tu as fait une petite apparition? Autant vous dire que la réponse a été immédiate. Ça a été non. Es-tu contente du bilan que tu laisses? Non. Es-tu contente de la trace que tu laisses? Non. C'est ça qui m'a permis de transformer ma vie et finalement de plaquer mon job dans la fonction publique dans laquelle je ne m'éclatais pas du tout, mais qui avait le mérite d'être sécure, pour aller vraiment déployer mes ailes et faire des choses qui me font vibrer aujourd'hui et contribuer vraiment. Et aujourd'hui, je sais que si je partais demain, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait le job. J'en ai encore plein à faire, mais j'en ai fait un bon bout. Et la résilience, ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, c'est quelque chose qui dépend de plusieurs facteurs. Vous allez vite le comprendre dans cet exemple de Monsieur Michel Mancio, qui prend cet exemple des poupées, que vous avez peut-être déjà entendu. Si je prends une poupée, et puis que je la jette sur le sol, si j'en prends plusieurs, eh bien finalement, la déformation, voire la cassure subie par les poupées, va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de l'importance du jet, de l'importance de ma force. Ça va dépendre du matériau de la poupée. On est bien d'accord là-dessus qu'une poupée en verre va souffrir davantage. Et ça va dépendre également du sol. Si le sol est souple, l'impact sera moins important. Et finalement, si cette poupée, c'est nous, et si la vie nous jette sur le sol, c'est la même chose. La déformation que nous allons subir va dépendre de 3 paramètres. Premier paramètre, le matériau dont nous sommes faits. Alors, les neurosciences avancent, l'épigénétique aussi, on comprend de plus en plus de choses sur l'être humain, sur son génome, et on sait que nous ne sommes pas tous égaux génétiquement. C'est un fait. Maintenant, on peut se construire aussi, ça n'explique pas tout. C'est pas parce que j'ai plus de mal à produire de la dopamine, par exemple, cette hormone du bonheur, que le bonheur m'est interdit. C'est exactement comme je disais à mes élèves. T'as des difficultés? Ok, maintenant que c'est dit, qu'est-ce que t'en fais? Il va juste falloir que tu bosses plus que les autres. C'est pas juste, c'est pas juste. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que oui, la manière dont nous sommes constitués va avoir une influence sur notre résilience. Mais c'est pas tout. Nous allons aussi avoir notre histoire, ce que nous allons traverser, ou plutôt, j'aime dire, les croyances que nous avons par rapport à notre histoire. Il y a une histoire qui illustre très bien ça, c'est l'histoire de 2 jumeaux, donc même patrimoine génétique, même enfance. Ils vivent leurs premières années ensemble et après ils sont séparés parce qu'ils sont dans une famille où vraiment c'est compliqué. Une famille où ils vivent la misère, les violences, vraiment compliquées, donc après ils sont séparés. Et on les retrouve quelques années plus tard pour un témoignage parce que l'un des 2 jumeaux est dans la rue, sans emploi, dans la misère, et puis l'autre a réussi. Il a une grande entreprise, alors c'est pas un critère de réussite de vie, mais il est heureux. Il est heureux, il est épanoui, ça c'est déjà un critère qui me touche plus. Il a une femme, des enfants, enfin, il est heureux dans sa vie. Alors un journaliste va les rencontrer tous les 2, et il interroge celui qui est SDF finalement, et puis il lui dit, mais qu'est-ce qui fait que finalement, vous en êtes rendu là dans votre vie? Alors le SDF lui explique. Mes parents n'avaient pas d'argent, j'ai connu la misère, ma mère était malade, mon père buvait et la battait, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse d'autre? Alors le journaliste va voir l'autre personne, l'autre jumeau, et lui dit, mais qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé ici dans la vie? Et là il dit, j'ai connu la misère étant enfant, ma mère était malade, mon père était alcoolique, il battait ma mère, que voulez-vous que je fasse d'autre? Vous aurez compris que finalement, ils ont vécu la même chose, mais ils n'en ont pas ressorti la même chose. Nous avons ce pouvoir en nous de nous construire malgré et avec ce qui nous arrive. Donc, le matériau dont nous sommes faits va influencer notre capacité d'être résilient. Le sol
sur lequel la vie nous lâche parfois, eh bien ça va être ce que je pourrais appeler notre entourage. Comment est-ce qu'on est entouré quand on vit quelque chose de traumatisant? Quelle communication on a avec notre entourage? Parce qu'il faut bien reconnaître que nous sommes très mal à l'aise face à la douleur des autres, et je pense qu'il faut avoir traversé la douleur nous-mêmes, la douleur profonde, pour avoir davantage d'empathie et de compassion et pour oser parler. Moi, ce qui m'a vraiment heurté, c'est le silence des gens. Silence radio, comme si rien ne s'était passé. On ne te parle pas parce qu'on a tellement peur de te faire mal. Mais ça, c'est pas forcément que vrai. On a peur de se faire mal à nous parce que le malheur de l'autre nous renvoie à nos propres peurs. Et si c'était moi? Ouais, mais c'est pas moi. Et parce que c'est pas moi, je peux faire quelque chose pour l'autre. Je peux aller l'accompagner dans la compassion, sans tabou, juste en le questionnant. Quelle est ton histoire? Comment je peux t'aider? Mais vraiment dans cette simplicité. Donc le sol, ça va être notre entourage. Et puis le G, c'est quel est le traumatisme que j'ai vécu? Parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont, je disais tout à l'heure, on exerce notre résilience sur des phénomènes plus ou moins importants. Il y a des claques de vie qui sont plus faciles à digérer que d'autres. Donc ces trois choses-là vont avoir vraiment un impact sur la résilience. Merci à vous. Je pense qu'à entendre les bravos, ça a plu. Nathalie a dit déjà beaucoup de choses. Et le traumatisme, la déformation du métal, comme tu disais tout à l'heure, c'est le traumatisme, comme tu disais, ça change vraiment. Il y a un avant, il y a un après, pour tous les traumatismes. C'est le soi intérieur qui est modifié. Et se reconstruire, ça demande beaucoup de temps. Certains, ça va demander des semaines, des mois, d'autres des années. Et comme tu le disais, eh bien, on a besoin d'un moteur. Donc souvent, ce sont ses proches, mais ça peut aussi être une passion. La danse, le cheval, le vélo, bien d'autres. Si je vous dis ça, c'est pas par hasard. Parce que ce moment de résilience, on l'a travaillé ensemble, on a discuté, et parmi les femmes qui sont présentes ici, il y en a beaucoup plus qu'on le pense qui sont concernées par ce problème de résilience. Il faut aussi, quand on se reconstruit, avoir une force intérieure, comme tu disais. Et cette force intérieure, eh bien, nous pouvons aller la chercher, puisque dans le temps ordinaire, on n'utilise que 20% de nos capacités. C'est ce que tu disais tout à l'heure autrement. Il faut aussi faire le deuil du avant. Elisabeth Kubler-Ross, elle définit plusieurs étapes. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, la résignation avant. Et parallèlement à cela, les personnes qui sont en résilience peuvent avoir besoin de soins, que ce soit des soins physiques ou des soins psychiques, en tous les cas besoin d'être accompagnés, et ça, cela demande du temps. Une fois qu'il y a l'acceptation, la reconstruction, elle est progressive, on réorganise sa vie, comme tu l'as dit, et ça, c'est quelque chose qui est important. Et le sentiment de vulnérabilité va petit à petit se transformer en une énergie. Une énergie, par exemple, la personne peut se rallier au monde spirituel et très fortement, ou peut s'engager dans des associations, ou peut être résiliente, avoir un métier où elle va pouvoir se préoccuper des autres, faire part de son expérience. Et ça nécessite toujours, comme je le disais, l'accompagnement de professionnels. C'est important. Là, je vais maintenant, il y a Elisa qui est à côté de moi. Elisa est dans la reconstruction et je suis ici mandatée son porte-parole pour vous raconter un pan de son histoire. Elisa, sa vie a basculé il y a 11 ans. Passionnée de vélo, Elisa a eu un accident. Un car l'a renversée et lui a roulé dessus. Cet accident est le traumatisme qui a profondément changé sa vie, physiquement, psychologiquement, relationnellement, socialement, émotionnellement. Vous pouvez tout prendre. La reconstruction a commencé par les soins dans les hôpitaux et les centres de rééducation pendant 2 ans pour répondre petit à petit à ses besoins quotidiens avec un moteur intérieur, l'amour de son fils, de sa famille et la passion pour le vélo.
Ce moteur l'a emmené vers un nouveau chemin, fait d'embûches, d'abandon. Un conjoint, des amis qui lui tournent le dos, mais surtout un chemin parsemé de belles rencontres, personnel médical, sportif, famille, nouveaux amis, ainsi que de nouvelles activités, l'APF, rando-roue, la chorale, l'anti-danse. De plus, Elisa avait entendu « Vous ne remarcherez pas ». Et ça, c'était pas possible. Elisa a décidé « Je remarcherai et même je pédalerai ». La volonté et la détermination ont fait partie de son chemin. Les activités lui ont permis de reprendre conscience, de se rendre compte que tout en vivant différemment, elle pouvait vivre aussi bien qu'avant, appréciant beaucoup plus les petits bonheurs de la vie. Pour poursuivre sa reconstruction, il était nécessaire de faire le deuil d'avant. Une psychologue lui a conseillé d'écrire ses pensées, ce qui lui a permis d'écrire un témoignage pour sa famille et son fils. Ce témoignage est devenu le titre d'un livre, Un nouveau tour de roue dans ma vie. Un nouveau tour de roue a un double sens. Déjà, faisant du vélo, Elisa maintenant fait du vélo avec un tricycle, donc elle a une troisième roue. Et un nouveau tour de roue parce que sa vie, c'est une nouvelle vie qui recommençait. Et Elisa a souhaité, quand on a préparé cet entretien, que je vous lise un passage de Boris Cyrulnik, Parler d'amour au bord du gouffre. Ceux qui surmontent un traumatisme éprouvent souvent une impression de sursis qui démultiplie le plaisir de vivre, ce qui reste encore possible. Dans cet essai vibrant, Boris Cyrulnik démontre que, en puisant dans leurs ressources, même ceux qui ont de graves blessures affectives peuvent les transformer en grand bonheur. Et sur sa dédicace, si vous voulez bien, sur la dédicace de mon livre que Elisa m'a dédicacé, elle m'a écrit ce message d'espoir, car malgré le handicap, la vie est belle pour qui sait la regarder. Alors, bravo. Je peux vous dire juste une chose, ça n'a pas été facile de décider Elisa à témoigner. Vraiment, c'est parce que même si on a vécu, même si on est en résilience, qu'on a réussi à sublimer le handicap ou les problèmes qu'on a eus, ce n'est jamais... En parler, c'est encore refaire face à ce traumatisme qui nous a touchés. Et ce n'est pas évident du tout. Et je voudrais lui dire merci. Et que nous, on fait mosaïque de femmes pour ces moments-là, pour ces choses-là, pour des gens vrais, auprès de qui nous pouvons passer du temps. Moi qui fais des répétitions avec ces femmes-là tous les jours, je ne peux pas vous dire le bonheur qu'elles m'apportent, ces personnes-là, le miroir qu'elles me mettent en face, pour que je me regarde, moi, soi-disant personne valide, bien portante. Vraiment, c'est d'une richesse infinie. Et je voudrais lui dire merci. Maintenant, est-ce que tu veux dire un mot? Elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas parler, mais je pense que son témoignage est très fort et vraiment...